Alors, voici donc votre panel de fin de journée. Vous commencez à être un peu fatigué, vous travaillez fort depuis ce matin. Eh bien, là, on va venir finir ça avec des étincelles. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Moi, j'ai eu une commande. Moi, on m'a dit, je nommerai pas la personne qui m'a dit ça, je trouve juste être en avant, un des organisateurs de cette rencontre, qui m'a dit, depuis le matin, on va avoir parlé des problèmes, des obstacles, des défis, de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour contourner ça. Mais cette table ici, elle va pétiller, elle va être audacieuse. Je ne sais pas si on vous a dit ça quand on vous a invité, on ne vous l'a pas dit, hein? Mais c'est ça qu'on attend de vous. Alors, je vais commencer par vous présenter les invités. Là, donc, je vais essayer de le faire dans le bon ordre, de ne pas en oublier. Alors, il y a à l'autre bout, que je ne vois même pas, Mario Laframboise. Donc, vous êtes député caquiste de Blainville. Vous êtes porte-parole en matière d'affaires municipales et d'occupation du territoire. Et vous êtes ici depuis ce matin parce que, si j'ai bien compris, même personnellement, toute cette question-là vous passionne. Ensuite, il y a l'homme qui aime l'audace, c'est-à-dire Christian Savard, directeur général de Vivre en Ville, et qui, donc, est un de ceux à qui l'on doit cette rencontre d'aujourd'hui. Ensuite, nous avons Catherine Fournier, députée du Parti québécois de Marie-Victorin. À ses côtés, Isabelle Thomas, vous êtes professeure titulaire à la Faculté de l'aménagement de l'Université de Montréal. Manon Passé, députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques et porte-parole de Québec solidaire. Yves-Thomas Dorval, le PDG du Conseil du patronat du Québec. Et finalement, Marcel Groslot, vous êtes président de l'UPA, l'Union des producteurs agricoles. Alors, comment on va se passer? On en a pour à peu près 1 heure ensemble. Désolée pour vous autres, il n'y a pas de période de questions, mais il me semble que juste cette gang-là va être capable de s'interpeller. Mais avant que tout ce monde-là s'interpelle, et je le souhaite vivement, parce que ça serait bien plate qu'ils fassent juste un après l'autre parler. Donc, on va avoir un échange, mais quand même, pour être s'assurer que tout le monde met un petit peu la table pareillement, chacun a droit à son 2 minutes. Pour, en fait, aborder une question centrale, il est clair que quand on parle de travailler ensemble pour avoir une politique nationale de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, évidemment, ça implique l'État. Sauf qu'on peut penser qu'il n'y a peut-être pas de consensus total ou d'unanimité totale sur mais quel serait au juste le rôle de l'État. Alors, on va se partir comme ça avec cette question-là. Comment chacun voit le rôle de l'État dans la mise en place d'une politique de l'aménagement, une politique nationale. Et, écoutez, puisqu'on parle de politique, on va commencer avec les politiciens. Puis, M. Laframboise, puisque vous êtes là depuis ce matin, vous avez eu le temps d'y penser. Alors, vous avez votre 2 minutes. Votre 2 minutes pour nous expliquer ça. C'est parti. D'abord, ça me fait plaisir d'être parmi vous. Oui, j'ai passé la journée parce que c'est un sujet qui me passionne, évidemment, mes origines du monde municipal, mais aussi parce que c'est un sujet très complexe. Donc, il faut essayer de le comprendre bien. Parce que oui, Mme Robin, ce matin, nous a dit qu'il y avait un déficit d'attention, de considération, de vision, de coordination d'aménagement du territoire. C'est vrai. Et Massimo, je regrette, mais dans le PEMAD aussi. C'est qu'il y a des corrections qu'il faudra qu'ils se fassent un moment donné. Donc, c'est complexe. C'est un sujet qui est très difficile d'approche dans le milieu. Vous comprenez, 1100 municipalités au Québec. Il n'y a rien de facile là-dedans. Et M. Baudet, oui, vous avez raison. Il y a des décisions, je dis tout le temps qu'en politique, la politique a ses raisons parfois que la raison ignore. Et ça, évidemment, en aménagement du territoire, c'est un bel exemple. Donc, c'est un défi qu'il faut tous se donner. Il faut essayer de s'apprivoiser mutuellement, parce que si on veut régler le problème, puis si on veut le plus tôt possible, parce qu'il y a des décisions qui ont été prises ailleurs, on l'a vu ce matin, l'Ontario, la Suisse, qui ont été prises il y a longtemps, alors que nous, on n'a pas fait la même chose. Donc, puis je donne un exemple. Pourquoi? Puis tantôt, j'ai été voir M. Baudet là, pour lui demander pourquoi on n'a pas mis en place les redevances de développement. Pourquoi? Alors que l'Ontario l'a fait il y a 40 ans. Donc, inévitablement, c'est des décisions comme ça qui n'ont pas été prises dans le temps, puis qu'il faudra, dans un avenir assez rapproché, être capable de... Est-ce que ça passera par une nouvelle loi sur l'aménagement, une politique globale? Il va falloir qu'on se parle tous ensemble, puis moi, je suis aussi pour qu'on s'apprivoise, pour qu'on réussisse à régler ce problème-là, j'espère, dans la prochaine législature. Merci beaucoup. Alors, Madame Fournier, votre 2 minutes.
Oui, merci beaucoup, Madame Boileau. Alors, moi, je suis ici aujourd'hui parce que l'aménagement du territoire, c'est aussi un sujet qui m'intéresse énormément. Vous savez, comme plusieurs personnes de ma génération, donc j'ai une préoccupation environnementale très grande et j'ai eu le plaisir de faire des recherches justement sur la question de l'aménagement du territoire dans le cadre de la rédaction de mon livre que j'ai publié à l'automne dernier, qui s'appelle « L'audace d'agir » et qui relate notamment plusieurs défis auxquels la génération donc des milléniaux devront faire face dans les prochaines années. Et évidemment, la question de l'aménagement du territoire, à mon avis, ça fait partie de cette vision environnementale que l'on doit développer. Du moins, c'est vraiment un sine qua non. Et personnellement, je suis fière aussi d'appartenir justement à une formation politique qui a eu cette vision-là par le passé. Donc, j'ai mon collègue Sylvain Gaudreault, que vous connaissez évidemment probablement pour la plupart, qui était ministre des Transports et qui a réussi et des Affaires municipales et qui a réussi à amener cette vision-là de l'aménagement du territoire parce qu'il a réussi à décloisonner donc les deux ministères pour qu'ils travaillent ensemble, ce qui n'est pas nécessairement chose facile et je crois que vous en conviendrez tous. Et lors de notre passage de 18 mois au pouvoir là, entre 2012 et 2014, on avait réussi donc à mettre sur place une stratégie nationale de mobilité durable qui, je crois, avait été soulignée à juste titre par le milieu parce que ça a concrétisé un virage inédit pour justement cette convergence-là entre les affaires municipales et le domaine des transports pour notamment la planification intégrée de l'aménagement du territoire et du transport. On a également annoncé une modification de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme en révision des orientations gouvernementales en aménagement du territoire. Alors, c'est certain donc que ça fait partie de nos préoccupations et que ça va l'être aussi pour les mois à venir parce qu'on est en année électorale, je ne veux pas. Donc, c'est intéressant pour vous aussi de connaître les visions des différents partis politiques là, en matière d'aménagement du territoire. Merci, Madame Massé. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. En fait, je suis tout à fait d'accord avec vous de l'urgence d'avoir une vision collective, cohérente en matière d'aménagement du territoire. Et je pense qu'inévitablement, l'idée d'une politique nationale devrait être quelque chose qui pourrait nous rassembler. Pourquoi? Bien, d'une part, parce que c'est la job du gouvernement de donner des cadres, d'encadrer, dans le fond, les éléments, et c'est à quoi sert une politique. Mais plus que ça, je pense que c'est aussi la responsabilité de l'État du Québec d'assurer que les municipalités aient accès aussi à l'expertise. Parce que dans un cadre, souvent, on a des exigences et c'est clair que ce n'est pas l'ensemble des municipalités qui ont les leviers, l'expertise pour réaliser ce qui est demandé par le cadre. Alors, vous ne serez pas surpris de savoir qu'à Québec solidaire, toute future politique nationale doit être, le cœur battant de cette politique-là, doit être la transition énergétique, la transition écologique. On est au 21e siècle, on a des défis et sur une base locale, c'est par là qu'on a une pogne pour relever collectivement ces défis-là. Et puisque la loi sur l'aménagement, on pourrait, je pense, s'entendre pour dire qu'elle est désuète, je pense qu'on aurait avantage à tricoter ensemble une politique et de nous assurer que des éléments comme le transport collectif, comme l'autonomie des municipalités, comme la participation citoyenne puissent être au cœur de cette vision-là. Et on s'y prêterait au jeu volontiers. Merci beaucoup. Monsieur Groslo. Alors, je représente les producteurs agricoles, président de l'UPA, donc vous ne serez pas surpris de m'entendre parler de la protection du territoire agricole dans une politique d'aménagement. Les gouvernements, au niveau de la protection du territoire agricole au Québec, ont agi à partir des années 80 en mettant en place, suite à l'adoption de la loi, une commission de protection du territoire agricole dont les règles ont évolué un peu. Aujourd'hui, on se plaint beaucoup de l'encadrement qu'oblige ou les limites qu'entraîne cette loi-là dans l'aménagement du territoire, alors que moi, je vois cette loi-là comme une balise plutôt qu'une limite dans l'aménagement du territoire. Les gouvernements sont souvent sous pression, surtout celui qui est élu, surtout celui qui forme le parti qui est élu, sous pression par nous, les agriculteurs, qui voulons maintenir la loi et son intégralité, puis tenter qu'elle soit appliquée le plus rigoureusement possible.
sous pression par les développeurs et les municipalités qui veulent voir augmenter leur assiette fiscale. Puis la meilleure façon de le faire, c'est souvent par l'étalement urbain. Sous pression par les citoyens qui veulent plus de transport en commun. Alors, moi, je pense qu'on ne peut pas parler uniquement d'une loi de l'aménagement du territoire. Il faut parler d'une loi de l'aménagement et de l'organisation sociale. Parce que c'est de ça qu'on parle depuis que je suis ici, mais on parle beaucoup plus de l'organisation de la société sur le territoire que de l'aménagement du territoire lui-même. Et peut-être que je lance cette voie de discussion-là à mes collègues ici à la table. Peut-être qu'en parlant uniquement d'aménagement du territoire, on n'aborde pas directement les vrais enjeux. C'est bon, c'est audacieux, bravo. Alors, Madame Isabelle Thomas, votre 2 minutes. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, c'est vrai qu'il y a un terme là qui est ressorti, c'est vraiment l'audace. C'est clair que pour le gouvernement, il va falloir faire preuve d'audace, de courage, de transparence, de résilience. Aussi par rapport au programme, aux politiques et à cette politique nationale d'aménagement du territoire, ce qui va être très important, c'est justement de lier tout ce qui est mitigation dans un sens, transition écologique, et aussi tout ce qui est adaptation au changement climatique, avec forcément la réduction de la vulnérabilité, la prise en compte des risques dont je vais vous parler amplement. Je pense que le rôle du gouvernement, forcément, ça va être premièrement d'encadrer. On en a parlé pour la Suisse, on en a parlé pour l'Ontario. Encadrer par des mesures cadres, forcément, avec une vision commune à différentes échelles de temps aussi, et puis aussi qui se déclinent localement. Parce que forcément, on voit très très bien au Québec, on a des municipalités, on a des agglomérations, on a des MRC, on a des territoires plus ou moins urbanisés, donc il va falloir décliner pour être sûr de répondre aux besoins locaux et de nos territoires locaux. Aussi, il va falloir guider. Comment est-ce qu'on peut guider ? Je pense qu'on s'est tous rendu compte lors des dernières inondations qu'on avait des petits enjeux vis-à-vis de la cartographie, vis-à-vis des diagnostics, en l'occurrence vis-à-vis des diagnostics de risque. Donc, en effet, le gouvernement a le rôle de guider, de développer des méthodes, de développer avec différents partenariats des bases de données, des ressources qui vont permettre aux acteurs locaux de pouvoir ensuite planifier au mieux leur territoire. Ensuite, accompagner, on en a beaucoup parlé pendant les tables, donc pouvoir faire un suivi qui va permettre justement, quand on protège des parcs, quand on travaille sur, on voit avec la loi 132, c'est sûr qu'il va falloir mettre les leviers, poser les gestes pour pouvoir vraiment protéger cet environnement qui nous permet finalement de survivre sur le long terme. Ensuite, financer, on le voit très bien, c'est important, on l'a vu aussi là comme résultat dans le questionnaire, financer comment ? Par des incitatifs, et puis aussi avec des obligations, en effet, peut-être des taxes. Moi, j'ai vu aussi aux États-Unis des taxes vis-à-vis du ruissellement, donc des industriels ou des municipalités qui iraient plus vers l'imperméable, l'imperméabilité des surfaces, seraient des taxes plus importantes que d'autres qui pourraient plus aller mettre en place des mesures d'adaptation. Et en conclusion ? Et en conclusion, communiquer. Donc, avoir des plans de communication, parce que si on veut un changement de comportement, mais forcément, il va falloir vraiment communiquer avec transparence et puis aussi avec audace sur ces enjeux qui sont multi-échelles. Et puis, on voit très bien de toute façon qu'on a beaucoup d'incertitudes. Aménager le territoire, c'est vraiment intégrer les enjeux actuels, mais la donnée, surtout avec les changements climatiques, elle change. Et donc, il faut rassurer les citoyens. Et c'est vraiment aussi de la co-construction collaborative avec les différents acteurs. Merci. Yves-Thomas Dorval, c'est à votre tour. Merci. Alors, je commencerai par un dicton bien connu, « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Alors, vous vous aidez aujourd'hui, nous nous aidons. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas demander toujours à l'État de faire. Il faut aussi être capable, comme société civile, de se réunir, toutes les parties prenantes. Et c'est vrai, puis ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a eu d'autres occasions. Il y a eu des signatures. Nous, on fait partie de l'Alliance pour une économie verte, SWITCH. On a élaboré des propositions. On a soumis des propositions au gouvernement. La même chose que vous allez faire aujourd'hui et que nous faisons ensemble. Quand je dis « Aide-toi et le ciel t'aidera », c'est qu'il faut d'abord arriver avec notre propre réflexion et arriver avec des propositions. Et pour le gouvernement, ça va être beaucoup plus facile d'arriver avec des décisions s'ils sentent qu'il y a une solidarité derrière certains éléments. C'est sûr qu'il y aura des divergences, mais il y aura des points de convergence, puis ça, c'est le point de départ. Alors, pourquoi je dis ça? C'est parce que je crois sincèrement qu'il faut prendre en main nos propres orientations. Cependant,
J'ai dit, le ciel t'aidera, mais pour que le ciel t'aide, il faut qu'il t'écoute. Alors ça, c'est l'autre élément. Alors, je suis content d'avoir des représentants des différentes formations politiques aujourd'hui. Et c'est vrai au niveau municipal, c'est vrai au niveau national. Et c'est important que les politiciens écoutent et que le gouvernement se mette en phase d'écoute. Vous savez, j'ai entendu des choses un matin en disant « c'est déplorable, on n'a pas avancé au Québec, etc. » Peut-être parce que je suis un positif ou je suis un optimiste, je dirais « oui, c'est vrai, on part de loin. On part de très loin. » Cependant, il y a des choses qui se passent actuellement. Je veux dire, on voit, par exemple, ils en ont parlé à l'atelier précédent, le gouvernement est en train d'élaborer une politique de mobilité durable avec un processus de co-construction. Ce n'est pas le gouvernement qui arrive en disant « voici la politique ». Il a réuni autour de la table les parties prenantes, que ce soit les gens de l'économie, que ce soit les gens de l'environnement, que ce soit les usagers, et ainsi de suite. C'est la même chose au niveau de transition énergétique. Actuellement, il y a une autre table, la table des parties prenantes qui conseille, qui va évaluer le plan directeur en termes de transition énergétique. Alors, ça, c'est des éléments. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir le résultat à la fin. Mais au moins, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Parce qu'il y a des groupes et en conclusion, qui se sont installés ensemble. Et on a toute une foule de recommandations, puisqu'on veut que le ciel nous écoute. J'aimerais ça plus tard, pour avoir l'occasion d'échanger avec les politiciens sur toutes les suggestions que les groupes ensemble ont émis par rapport à l'aménagement du territoire et l'urbanisme. Et finalement, Christian Savard, c'est votre 2 minutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En fait, ça nourrit aussi de passer en dernier. Je vais dire, première chose, il va falloir que l'État ait un leadership assumé en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Et quand on dit leadership, on ne dit pas à dire tout le monde quoi faire, comment le faire. C'est pas ça. C'est dire que c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qu'on s'est mal occupé dans un certain sens. Il faut, en premier temps, dire qu'il y a un problème. Et si ce qu'on est en train de dire, un peu collectivement, si autant de personnes ont accepté l'invitation de l'Alliance Ariane, c'est pas parce que tout se passe bien. On le sait tous instinctivement qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on ne va pas tout à fait dans la bonne direction dans la manière qu'on construit nos milieux de vie, dans la manière qu'on s'occupe de notre territoire. Donc, mais puisque c'est Jeanne qui le disait, hein, c'est un peu quelque chose d'orphelin. Il y a des professionnels là, très proches qui s'en occupent, mais ça concerne tellement d'enjeux qu'il va falloir un leader. Et ce leader-là, bien, ça va peut-être être justement, ça doit être l'État. C'est à lui. C'est lui qui doit porter justement cet enjeu de société-là qui concerne l'ensemble des Québécois. Hein. On parle de notre territoire, il n'y a rien de plus ancré que ça. C'est lui qui doit prendre un certain leadership pour mettre tout le monde ensemble, pour qu'on y réfléchisse ensemble. Et ça, je pense que c'est un thème. Hein. On le sait que c'est pas quelque chose qui va pouvoir arriver top-down, puis on va arriver, c'est ça la solution. On n'est plus comme ça. On est rendu justement en 2018. Les citoyens sont impliqués. Les citoyens s'intéressent de plus en plus à ça, que ce soit les paysages de l'Estrie, que ce soit les ruelles de Montréal ou les transports dans la région de Québec. Les citoyens s'intéressent beaucoup plus à ça. Évidemment, il y a les villes qui sont les gestionnaires sur le territoire de tout ça, qu'il va falloir également impliquer. Mais pour y arriver, il va falloir que l'État le fasse parce que sinon, tous les différents acteurs que je viens de nommer, on a bien beau, Ariane, à se mettre ensemble pour essayer de faire lever le débat. C'est pas nous qui allons tout faire. On va faire des propositions comme le propose M. Dorval, mais il va falloir un leadership. Première chose, dire qu'on a un problème, puis après ça, s'attaquer à ce problème. OK. Là, je sens là, que vous auriez envie de savoir dans la petite pochette, là, qu'est-ce qu'ils mettent au juste, qu'est-ce qu'ils demandent à l'État. Mais moi, avant, j'ai une question, parce que moi, je suis une sentimentale. Alors, je vais aller sur la question sentimentale. Et elle m'apparaît importante. Parce que moi, ce qui m'a frappée, c'est que quand on a fait le bilan tout à l'heure de ce que vous avez discuté tous ensemble ce matin, il y avait un élément qui ressortait, c'est que le territoire n'était pas perçu comme une richesse. Or, quand Mme Maria Leddy nous a parlé de la Suisse, à un moment donné, c'est venu ce côté, cet attachement-là, cette identification, au fond, même des gens de la ville, très urbanisée, la Suisse, vous le disiez, mais au fond, à la campagne, c'est vrai qu'elle est proche géographiquement, mais il y a un attachement culturel, sentimental. Donc, on comprend l'importance d'aménager le territoire pour préserver un certain bien-être où la ville et la campagne ne sont pas en opposition. Au Québec, il me semble, moi, qu'on est beaucoup dans l'opposition Montréal-Région. Il me semble, moi, que le territoire, oui, il y a des citoyens qui s'en préoccupent, mais
C'est vrai tant que ça. Je vous lance ça comme ça. Après, là, on ira sur les côtés techniques, mais juste le côté... Tu sais, je comprends l'État en haut, mais ne faudrait-il pas aussi travailler le sentiment d'appartenance d'en bas? Puis que ça, au contraire, ça déboucherait sur une volonté politique. Monsieur Laframboise, vous aviez dit que c'était un enjeu complexe. Vous parlez, M. Groslot, d'organisation sociale. C'est peut-être un petit peu tout ça qui est là-dedans, mais là, j'arrête de parler parce que c'est pas moi qui fais la conférence. J'aimerais ça que quelqu'un... Allez-y donc. Ouais, moi, je peux aller, là. OK, bien après ça, M. Groslot. M. Laframboise, allez-y. Oui. Et vous avez tout à fait raison, Mme Boileau, là. Et le Québec, c'est une mosaïque. J'écoutais tantôt, Madame, pour la Suisse, les distances ne sont pas les mêmes au Québec. Vous parlez peut-être d'une opposition Montréal-Région, mais même à l'intérieur des régions, les positions sur des dossiers importants ne sont pas les mêmes. Dossier de l'énergie. Donc, donc, le Québec, c'est une mosaïque. Donc, c'est important qu'on se parle, parce que quand on va arriver, parce que la façon de faire, évidemment, quand c'est comme ça, puis que c'est très divisé localement, il faut que ce soit le gouvernement du Québec qui donne l'orientation. C'est pas pour rien qu'il y a des orientations gouvernementales au Québec. Mais il faut que ça se fasse et que ça soit bien reçu partout. Donc, c'est pour ça que je vous disais que ça prend un dialogue, puis il faut l'entretenir, il ne faudra pas arrêter, parce que sinon, c'est tellement complexe qu'on ne fait rien. C'est la meilleure façon, on laisse faire. Et là, évidemment, on fait face à l'autonomie municipale. Les municipalités nous demandent de plus en plus d'autonomie. Donc, est-ce qu'on peut se permettre, en aménagement du territoire, de dire demain matin, on va laisser aux 1100 municipalités du Québec le soin de faire leur propre aménagement du territoire? Oui, quand ils font leur plan d'urbanisme, mais pas quand on veut avoir une stratégie nationale. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de débats qu'il va falloir faire entre nous. Monsieur Groslot, vous voulez aussi réagir? Oui. En fait, cette question-là d'interdépendance des milieux urbains et ruraux, et non pas de dépendance. Je fais une annonce un peu en primaire. Solidarité rurale du Québec, qui a été plutôt silencieux depuis quelque temps suite à la fin de la politique de la ruralité. On va proposer aux Québécois un mouvement, et ce mouvement-là s'appelle « Tous ruraux ». Alors, qu'on soit montréalais, québécois ou qu'on habite en région, il y a tous en nous une part de ruralité, par le fait de ce qu'on consomme, par le fait que lorsqu'on se déplace, on traverse les milieux ruraux, par nos origines, par le fait qu'on partage un même territoire qui est le Québec. Donc, Fred Pellerin s'est associé à nous là-dedans. Puis on va lancer un mouvement en faveur de la ruralité québécoise. Et on va faire le dépôt d'une proposition aux Québécois en faveur de leur ruralité, et non pas de la ruralité, mais de leur ruralité. Et pour nous, c'est important que ces ponts-là s'établissent entre les milieux urbains et ruraux si on veut développer le Québec dans son entier et avoir une vision globale du développement du Québec lorsqu'on est le gouvernement ou lorsqu'on est un parti politique. En même temps, on a l'impression, c'est intéressant parce que les deux, Mme Fournier et Mme Massé, vous avez au fond évoqué toutes les deux quelque chose qui est peut-être un levier pour intéresser les milléniaux, c'est-à-dire cette transition énergétique, tous ces changements écologiques, là, on les connaît, là, les changements climatiques, tout ça. Donc, est-ce qu'effectivement, ça peut être vous le voyez comme un moteur d'action pour vraiment que les gens comprennent de quoi il est question? Toutes les deux, là, chacune votre tour. OK, merci Manon. Mais en fait, ce qu'on voit aussi beaucoup sur le terrain, c'est que, au contraire, moi, je pense que les citoyens sont préoccupés par les enjeux d'aménagement du territoire puis l'aménagement de milieux de vie qui correspondent à leurs aspirations, notamment, oui, les jeunes. Puis je pense que c'est le rôle de l'État à ce moment-là de jouer son leadership, comme disait M. Savard, pour permettre aux citoyens de mettre en place des initiatives qui leur permettent justement de développer ces milieux-là, bien entendu de concert avec les municipalités qui jouissent de plus en plus d'autonomie, et c'est une bonne chose, c'est bien ainsi. Mais donc, si je prends seulement un exemple, il y a beaucoup de développement de toits verts, par exemple, à Montréal, et ce sont souvent des citoyens donc, qui vont prendre l'initiative, par exemple, de l'aménagement de toits verts. Et en ce moment, même si, par exemple, il y a des municipalités qui le permettent, mais il y a le Code du bâtiment dont les règles sont extrêmement sévères qui empêchent donc l'établissement de nombreux toits verts, notamment dans la métropole. Donc ça, c'est un exemple comme quoi le gouvernement pourrait justement
appuyer les citoyens qui demandent ce genre d'initiative-là en assouplissant les règles. Ça, c'est vraiment un exemple super spécifique, mais je pense, à mon avis, que c'est le rôle de l'État de justement pouvoir donner plus de pouvoir aux citoyens dans l'aménagement de leur milieu en rendant les règles plus souples pour leur permettre justement d'agir en ce sens-là. Mme Massé. Oui, bien, en effet, la question du sentiment d'appartenance, des liens qu'on a ensemble, je pense qu'il faut le mettre en exergue, il faut l'exposer, il faut créer des espaces où on se dit, c'est vrai que mes tomates, ils ne poussent pas au IGA, tu sais, exemple, là. Ceci étant dit, je pense qu'il y a aussi des règles qu'on se donne, que les gouvernements votent. Je donnerais, par exemple, la question de la loi sur les hydrocarbures, où le gouvernement dit aux citoyens, bien, vous savez, si votre terre vous appartient, votre sous-sol ne vous appartient plus. Fait que mon sentiment d'appartenance se trouve un peu ébranlé. Ou dit aux gens, aux municipalités, et donc les gens qui composent cette municipalité-là, vous savez, vous avez peut-être envie de protéger votre eau potable, mais nous, on ne vous autorisera pas d'aller au-dessus. Je pense qu'il y a des choix politiques qui sont faits qui ébranlent chez les citoyens ce sentiment d'une fierté de sa terre qu'on veut protéger. On veut imposer des ceintures vertes, on se fait regarder de travers. Alors, je pense que l'idée de délibérer ensemble, de réfléchir en amont et de se dire, bien, coudonc, cette vision-là du Québec d'aujourd'hui qui inclut son urbanité et sa ruralité, et je dirais même ses territoires non organisés, bien, cette vision-là, il faut qu'on la débatte en amont pour qu'on puisse y donner un sens. Parce que oui, c'est une mosaïque, mais une mosaïque, ça a quand même un sens. J'aimerais ça vous entendre, Madame Thomas, sur cette question-là, parce que vous êtes professeur, donc vous êtes la femme qui pensez sur cette table. C'est votre rôle. Nous autres, on pense pas, Je sais beaucoup. Pétille, c'est ça? Non, mais ce que je trouve, c'est qu'effectivement, dans cet univers très complexe, moi, je me mets toujours là, dans la peau du citoyen. Là. Donc, c'est très riche tout ce qu'on peut développer, puis on n'a qu'à lire la déclaration Ariane pour s'en rendre compte. Mais comment il peut se trouver des repères là, sur justement une idée que tout ça le concerne? Alors, c'est une question complexe. Je vais prendre plusieurs exemples, parce qu'on a quand même des bons exemples au Québec. Et justement, ces exemples montrent, je vais vous emprunter le terme de fierté, d'appartenance à son territoire. Je travaille avec plusieurs organismes, mais aussi plusieurs municipalités, MRC, par exemple la municipalité de Saint-Raymond, qui a vécu des inondations. La municipalité de Coaticook, qui a vécu des inondations. Je travaille avec le consortium Ouranos, avec la MRC de Memphremagog, qui réfléchit à ses stratégies d'adaptation. Aussi avec la Commission mixte internationale, qui réfléchit encore une fois depuis ce qui s'est passé à Saint-Jean-de-Richelieu. Quel est leur point commun à tous ces travaux, à tous ces comités de citoyens, à toutes ces OBNL? Ben, c'est justement le sentiment d'appartenance, cette fierté et ce besoin de rester très souvent dans leur collectivité, de ne pas vouloir se déplacer quand ils ont été inondés. On l'a très bien vu depuis les inondations de mai 2017, que ce soit à Rigaud, que ce soit à Gatineau, que ce soit à Montréal, on a quand même des enjeux majeurs, mais ils le montrent, ce sentiment d'appartenance, parce que les gens, généralement, nos citoyens, nos compatriotes, ne veulent pas ou veulent rester chez eux. Alors, notre besoin, notre priorité et la responsabilité aussi du gouvernement, c'est de les mettre en sécurité. Et donc, ce n'est pas forcément de se déplacer, mais de se reconstruire en s'adaptant, et encore une fois, en s'adaptant vis-à-vis des différents risques, vis-à-vis des changements climatiques, etc. Donc, il est évident, oui, qu'on a un sentiment d'appartenance très fort. Je dois vous dire que moi, avant d'être à Montréal, j'étais à la Nouvelle-Orléans, et je retrouve vraiment des points communs, parce qu'on est avec une société qui aime sa ruralité, qui aime les différents types de villes, qui aime rester d'ailleurs, qui est très ancré sur son territoire. Maintenant, notre responsabilité, ça va justement être de mettre des mesures, de mettre des normes, de mettre des incitatifs pour pouvoir développer, redévelopper des collectivités durables et résilientes. Oui, mais en même temps, on n'aime pas tellement les contraintes. Par exemple, le monde des affaires. On a un représentant ici dans cet univers-là, mais c'est pas quelque chose... On n'aime pas beaucoup se faire dire quoi faire, comment faire. On aime bien... On parle beaucoup de l'autonomie des villes, mais il y a quand même l'idée de « je peux-tu faire mon affaire ?» Je vais vous en donner
un exemple minuscule avant de vous céder la parole, M. Dorval. Moi, je connais une municipalité où il y avait été question de l'aménager plus joliment, de mettre des arbres. Mais cette municipalité-là, elle est en région. Et je veux dire, c'est la forêt qui l'entoure. Fait que le monde de la ville, ils trouvaient ça bien cute, là, les projets du conseil municipal. Là. Mais c'est parce qu'ils ont-ils besoin d'avoir un arbre peut-être dans la rue pour faire plus beau dans la rue? Je veux dire, la forêt est à 5 minutes d'auto. T'en as-tu vraiment besoin? Donc, vous voyez, on se butait à ça. Pourquoi se mettre une contrainte, alors qu'il y a un territoire de liberté autour de nous? Alors, il me semble qu'on est en Amérique du Nord, puis le côté des contraintes, bien, c'est un aspect très important. N'est-ce pas, M. Dorval? C'est drôle parce que ce que les entreprises veulent d'abord et avant tout, c'est de la prévisibilité. Or, un plan directeur d'aménagement, un plan d'aménagement du territoire, c'est de la prévisibilité. Alors, il ne faut pas toujours mettre en opposition le milieu des affaires. Bien, je suis journaliste, moi. Hein? Oui, c'est ça. Moi, je peux vous dire une chose, et puis il y a beaucoup de gens dans la salle qui, vous savez, on travaille ensemble sur des propositions. Or, on demande un plan directeur d'aménagement du territoire. On est prêt, le milieu des affaires désire ça. Vous savez, tout le transport, que ce soit le transport des personnes pour les employeurs ou le transport des marchandises, là, c'est important le transport des marchandises aussi, c'est important. Et tout ça, ça ne peut pas arriver sans avoir des décisions gouvernementales à tous les niveaux qui vont favoriser un transport intelligent. Un transport intelligent, là, c'est tenir compte de l'intermodalité. Alors, si vous saviez, parce qu'il faudrait que vous ayez voir dans les documents qu'on a produits ensemble, mais il y a énormément de propositions qui visent à se donner des paramètres, à se donner des... Par exemple, donne-nous peut-être quelques exemples. Par exemple, on va prendre le rapport qui est celui du CPQ. Financer la mise en œuvre de centres de consolidation urbains, que le gouvernement du Québec finance un projet pilote visant la mise en œuvre de centres de consolidation urbains, desservir des zones avec des modes de livraison à plus faible émission de GES. Alors, nous, les milieux des affaires veulent réduire les émissions de gaz à effet de serre, puis on voudrait avoir des centres de consolidation urbains, ce qui ferait en sorte que la logistique serait beaucoup plus efficace. Et en passant, le milieu des affaires n'est pas fou à plein temps. À chaque fois qu'on améliore la productivité du transport, c'est des sous qu'on sauve dans le coût à la fin, que ce soit dans les intrants ou les extrants. Alors, assurer la localisation stratégique des projets de pôles logistiques. Autrement dit, faire en sorte que ça ne se fasse pas n'importe où, n'importe comment, mais que ce soit efficace. On va réduire les émissions de gaz à effet de serre, on va sauver des coûts, ça va prendre moins de temps pour livrer la marchandise ou pour la recevoir. Dieu du ciel, on est tous gagnants. Et c'est pour ça qu'il y a moyen de s'en parler. Tantôt, j'ai parlé créer des réserves foncières permettant l'expansion des pôles logistiques existants. Ça fait partie aussi des perspectives. Ça, c'est juste le CPQ, mais si je regarde ce qu'on a fait à l'intérieur de Switch, il y en a beaucoup des éléments où on se met volontairement des limites. Vous savez, le monde du transport dit essentiellement au gouvernement, on n'est pas contre la réglementation, il faut qu'elle soit intelligente, puis il faut la faire respecter. Parce que ce qui est le pire pour une entreprise quand il y a une réglementation ou qu'il y a un plan, c'est qu'un autre à côté ne soit pas soumis à la même réglementation. Alors, faites-la respecter pour que ce soit cohérent. Puis quand vous prenez une décision, par exemple, d'aider le transport, la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le milieu du transport, pensez intelligemment, c'est-à-dire que regardez l'ensemble de la réglementation là, pour faire en sorte que ce soit le transport routier, que ce soit le permis, que ce soit cohérent. C'est ça, la réglementation intelligente. Donc, vous voyez comment on peut être très, très motivé par ces questions-là. Et je terminerai en disant, non seulement le gouvernement doit écouter ce que je disais tout à l'heure, mais le gouvernement doit agir. Il doit agir au niveau du leadership, il doit agir au niveau du financement pour appuyer la recherche, pour appuyer les villes, pour appuyer les projets porteurs. Il doit également coordonner les choses. Pas faire en sorte que tout le monde se soit mur à mur, puis vous l'avez expliqué. C'est différent, les besoins dans une localité rurale versus un grand centre urbain. Il faut avoir de la vision aussi. Mais tout ça, là, moi, je suis optimiste encore une fois. Je pense qu'on est en route vers la bonne direction. C'est tard, mais il n'est jamais trop tard. Monsieur Savard, vous trépignez de parler. Oui.
Je veux parler de la question, la fameuse question des contraintes. Puis Monsieur Dorval a bien dit ce qui est important, c'est la prévisibilité et d'avoir des règles du jeu communes. Une fois qu'on va s'être parlé et qu'on va avoir dit qu'il y a un problème, il va falloir mettre en place un certain nombre de mesures. Un certain nombre ont été nommées par Mme Thomas. Mais effectivement, il va falloir que les règles du jeu soient plus exigeantes. Actuellement, on en a des règles du jeu et on se rend compte que ces règles-là sont souvent un peu contournées, sont peut-être pas assez fortes. Donc, il va falloir s'entendre que ça fait partie du cocktail des mesures qu'on va devoir prendre. Donc, oui, l'État va devoir être plus exigeant en matière, par exemple, de contrôle d'urbanisation. Et ça, là, ça ne concerne pas juste Montréal. L'autre jour, je lisais, il y a peut-être 2-3 ans, le maire d'Amqui se plaignait que les villages autour contournaient les règles fiscales là, municipales pour faire des crédits de taxes très agressifs pour attirer le développement. Là, on ne parle pas de Montréal contre les banlieues, là. On parle d'Amqui contre les villages autour. Et ça faisait juste... Si les règles ne sont pas assez fortes, il va toujours avoir des gens qui vont nous amener vers le bas. Et ça, c'est un grand problème parce que si les règles du jeu ne sont pas claires, il va toujours en avoir pour tricher. Donc, le gouvernement a aussi le mandat, un devoir de monter la barre pour que ça soit prévisible pour tout le monde. Actuellement, ce n'est pas prévisible pour tout le monde parce que notre vision n'est pas assez claire et les règles du jeu ne sont pas assez claires ou sont trop faciles à contourner, ce qui fait que c'est une spirale négative au lieu d'être un cercle vertueux. OK, moi, je suis toujours la citoyenne qui est fatigante, là. OK, on a déjà eu des lois fortes au Québec quand même. Je pense quand on a adopté la loi sur le zonage agricole, mais on sait parfaitement, et là, on arrive peut-être au déficit de confiance démocratique, on sait parfaitement que ces lois-là, une loi comme celle-là, par exemple, a été grignotée, elle n'est pas la seule. Donc, on pourrait avoir une politique nationale forte, mais si ce n'est pas appliqué, si on arrive à la contourner, si des intérêts économiques prennent toujours le dessus, tu sais, puis qu'en plus, on n'est pas trop sûr que ça nous concerne parce qu'à cause du déficit de confiance dont c'est comique pareil, et Monsieur Dorval et Mme Massa ont parlé, ils sont vraiment de la même idéologie, c'est intéressant. Mais je trouve qu'il y a là un grand questionnement quand même à avoir. On peut réclamer une belle politique, mais est-ce que vraiment on aurait le souci de bien l'appliquer? N'importe qui. Mme Massé. Oui. Et en fait, vous mettez le doigt, Mme Boileau, sur quelque chose de très important. C'est-à-dire qu'on a de la difficulté à comprendre comment, par exemple, on peut honorer la démocratie et la participation citoyenne quand on abolit un droit de référendum. En disant, bien, le droit de référendum, ça permet juste à ceux qui sont contre de pouvoir s'exprimer. OK, mais là, pourquoi tout d'un coup, lorsque des citoyens et citoyennes s'intéressent à une question, décident d'agir dans le cadre d'une règle qui existe, tout d'un coup, ils sont dérangeants? Idem sur les droits d'initiative. Comment se fait-il qu'on est gêné de donner dans nos municipalités, peu importe la grosseur, un droit d'initiative à nos concitoyens? Bien, probablement parce qu'on a peur que ça dérange un espèce de plan qu'on a en tête. Et dans ce sens-là, on va se le dire, c'est vrai que les intérêts économiques sont ceux qui sont souvent mis de l'avant. Tu sais, quand on pense qu'une région peut être fermée parce qu'elle n'est plus assez productive, c'est pas de reconnaître le territoire et sa valeur, c'est pas de reconnaître les usages qui en sont faits, peut-être pas par une vaste majorité de personnes, mais oui, par du monde qui vivent là et qui vivent bien. Alors, moi, à mon sens, le déficit démocratique auquel vous faites état, je pense qu'il va falloir travailler à se donner des règles pour le reconstruire. Parce que c'est clair que d'aménagement, on peut continuer de le faire comme on le fait depuis des siècles. Bon, ben, pas des siècles, là, mais depuis des décennies. Mais je pense qu'on doit prendre ce virage-là parce que le défi de la planète n'est pas le défi des municipalités ou des instances qu'on a créées, c'est le défi de chaque être humain qui vit dessus. Monsieur Laframboise, allez-vous nous rappeler que vous avez été déjà président de l'UMQ, donc toutes les questions de municipalité, tout ça, ça fait longtemps que vous êtes en politique, ouais, vous connaissez ça. Vous venez de le faire, là, que j'ai pas besoin. Non, mais vous avez la bonne question, Mme Boileau. C'est-à-dire que
est-ce qu'une modernisation ou est-ce qu'une politique va être appliquée? Elle va être appliquée si elle est bien préparée. Et dans cette salle, vous avez des représentants d'organismes qui ont des... Tantôt, M. Boumbarou disait qu'un représentant avait 50 000 membres dans la salle. Ça veut dire que vous avez dans tout le Québec des membres de vos organisations. On a des gens du milieu des affaires aujourd'hui, on a de tous les milieux, du milieu municipal. Si on la prépare bien, oui, on va être capable de la faire respecter. Mais là, comment on peut bien préparer une politique rapidement pour pas que ça s'éternise puis que finalement ça arrive à rien, le défi est là. C'est-à-dire que ça prend une orientation gouvernementale ferme, on en veut une. Ça prend une organisation solide avec des antennes partout au Québec, parce que, comme je vous disais tantôt, c'est pas partout pareil, c'est une mosaïque. Puis après ça, une fois qu'on sera tous compris, moi je pense qu'on est capable d'avoir une politique qui va être respectée par tous. Est-ce qu'elle sera éternelle? Non. Parce que comme toute bonne politique, il y aura des ajustements à faire, comme ce qui se passe, puis là, je reviens, c'est-à-dire sur le PEMAD, oui, ça a bien été, mais évidemment, on est rendu peut-être à un moment où il faut une certaine modernisation. Donc, c'est la même chose. Mais si on la prépare bien, je pense que la politique qu'on va adopter va être très bien reçue par les citoyens, puis aussi les politiciens de tout le Québec. D'ailleurs, il me semble, parce que j'ai lu beaucoup de choses là, avant de venir ici, je ne sais plus si c'était dans le cahier du participant ou dans le questionnaire qui vous avait été envoyé, mais il était question que, bon, de toute évidence, de préparer une politique nationale prend un certain temps. Donc, il y aurait peut-être des mesures à adopter à court terme pour y aller vers cette politique-là. Et je ne sais pas, M. Savard, si vous avez, par exemple, des idées en tête de ce genre de petits pas qui mènent à la politique nationale. Je vais y aller avec une de mes obsessions. Et juste pour la petite histoire, j'ai aussi le rôle, je suis président de rue principale. Et ce qui m'a fasciné dans vos deux exemples, là, de Quaticook et de Saint-Raymond, c'est que c'est deux des centres-villes de petites villes du Québec les mieux préservées. Fait qu'on dirait que les bons élèves, ils sont bons élèves dans tous les domaines. Donc, il faut avoir plus. Mais pour y revenir, donc, si je parle des centres-villes, je pense que à très court terme, puis c'est dans plein de politiques, là, et je pense que François Lestage en a parlé ce matin, une politique de localisation des édifices publics. Ça, c'est très simple. On peut le faire à la limite maintenant. On décide qu'on le fait. Et on n'a pas besoin là, de revoir toute la gouvernance. On donne la directive, c'est ça, dorénavant. Et ça changerait beaucoup de choses parce que l'État, c'est pratiquement 50 % de l'économie. Quand on considère tous les paliers de gouvernement, là, c'est quasiment 50 % de l'économie. Si l'État et toutes ses branches décident de faire les bons choix en matière de comment on s'organise, de où est-ce qu'on met les emplois, où est-ce qu'on met les services, où est-ce qu'on met les SAQ, où est-ce qu'on met les CPE, où est-ce qu'on met les écoles, on a réglé une partie du problème assez rapidement. Mais ça, c'est juste avoir le souci du territoire, un des déficits qui a été nommé ce matin. Donc, voilà quelque chose qui me semble relativement simple. Il faut juste le décider et donner la directive aux différentes branches. Madame Thomas, quand M. Savard commençait à parler, vous m'avez jeté un coup d'œil. Je me suis dit, elle veut peut-être réagir à ça, cette idée de la localisation. Donc, dans quelle mesure c'est effectivement structurant ce que vient de dire M. Savard? Oui, tout à fait. Ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Pour pouvoir vraiment aménager le territoire d'une manière durable et résiliente, forcément, il faut avoir des constats. Et pour avoir des constats, il faut avoir établi des diagnostics. Donc, ce qui est très important, c'est de commencer par établir des diagnostics. Alors, bon, moi, je suis un petit peu déformée dans ma formation, donc ça va être des diagnostics, justement, avec d'un côté, on va voir les aléas, les niveaux d'eau, etc. De l'autre côté, les vulnérabilités. Et puis, en plus, on peut aussi faire des diagnostics des friches industrielles qui peuvent devenir des opportunités pour refaire la ville sur la ville, plutôt que justement aller toujours construire à l'extérieur de l'espace urbain. Donc vraiment, commencer par des méthodes cadres, par des formations justement au niveau des MRC, au niveau des organismes de bassin versant. Et puis, donc ça, vraiment travailler sur les méthodes, les diagnostics pour permettre d'aller plus loin. Ensuite, établir les partenariats et mettre en valeur les partenariats. C'est-à-dire qu'on a des organismes de bassin versant qui travaillent avec les MRC, qui travaillent avec les villes, etc. Donc, faciliter, peut-être aussi parfois commencer tout de suite à donner plus de capacité financière à des organisations qui sont clés
pour l'aménagement du territoire, parce que cette vision, elle est multi-échelle, elle est multitemporelle. Et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé des organismes de bassin versant, mais c'est un acteur majeur pour comprendre les enjeux de l'environnement, pour voir comment est-ce qu'on peut protéger nos marais. On a aussi des très bons exemples, la MRC de Memphremagog, avec justement toute cette question du paysage, de la préservation du paysage. Donc on a vraiment des bons exemples qui peuvent permettre de poser des bases qui ensuite, petit à petit, vont nous amener vers une vision complète, complexe, qui prenne aussi en charge le côté incertitude, qui est vraiment incontournable aujourd'hui quand on fait de l'aménagement du territoire, et puis qui puisse permettre justement, sur le moyen terme, de poser les bases de cette politique. Monsieur Groulot, vous vouliez réagir? Oui, sur... est-ce qu'on est capable de, si on a une politique, si on a une loi, de vraiment l'appliquer? Puis M. Laframboise a dit, bon, si elle est bien discutée, si elle est bien préparée, oui. Mais je reviendrai justement au PMAD, qui a été un exercice qui a impliqué les 33 municipalités de la CMM. Et on venait à peine de le signer, puis on s'est entendu de ne plus faire d'étalement urbain. Pendant cette période-là, on avait identifié suffisamment d'espace pour les besoins de la CMM, puis on n'avait pas fini de le signer que des municipalités qui demandaient déjà de dézoner certaines terres agricoles pour pouvoir faire de l'expansion, soit industrielle, commerciale ou résidentielle. Alors, à un moment donné, ça va prendre aussi un peu de sérieux de la part même des municipalités qui s'engagent dans un plan comme celui-là, de dire on va au moins le respecter pour le temps qu'on s'est engagé. Et ça, je relance la balle à toute la question de la politisation de nos politiques d'aménagement. Les élus municipaux sont responsables, mais en même temps, ils se font élire par une population à qui ils promettent des baisses de taxes. Pour baisser les taxes, il faut que j'aille chercher plus de revenus fiscaux ailleurs. Il y a comme une roue dans laquelle on est engagé qui fait vite que les promesses ou les engagements qu'on avait pris, bien, ils ne tiennent pas ou ils ne tiennent plus. Bien, là, on peut peut-être boucler la boucle. Tu sais, j'avais commencé avec le citoyen, mais peut-être qu'au fond, ça revient... Mais là, on revient peut-être qu'à l'État, qui peut être... Alors, la question que j'allais poser, est-ce que ça prend vraiment une politique très rigoureuse qui vient de Québec, puis qu'on est obligé d'appliquer partout, ou si on est suffisamment responsable, chaque municipalité, pour appliquer cette politique-là? Là, une loi, tu n'as pas le choix, tu l'appliques. Une politique, il y a toujours un peu plus de nuances. Et moi, je le vois par la loi sur la protection du territoire agricole, là. Au Québec, on est vraiment... on a une loi qui est supposée protéger le territoire. Si vous regardez développer autour de la CMM, là, regardez juste, prenez une photo d'il y a 10 ans avec aujourd'hui, puis regardez l'étalement urbain qu'on a vécu dans ces régions-là. Puis parallèlement à ça, le premier ministre rapportait que, bon, c'est trop difficile pour les municipalités dans les régions de pouvoir se développer parce que la loi est trop restrictive. C'est vrai qu'on applique de façon très rigoureuse la loi de la protection du territoire agricole dans les régions, parce qu'on dit dans la MRC, dans ce village-là, même si vous n'avez plus de place, dans le village voisin, il y a de la place. Mais autour de la CMM, ça ne tient pas. Puis je pourrais vous donner des exemples. La gare de Mirabel, en zone agricole, c'est un autre exemple. C'est plein comme ça. Alors, moi, je retourne la balle un peu. On parle beaucoup ici, là, mais est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à être responsables après? Oui, écoutez. Oui, alors je vois des têtes qui se tentent. Madame Massé, peut-être Madame Thomas, Madame Fournier ensuite? Écoutez, je pense que M. Groslot met le doigt sur quelque chose. C'est un peu l'éléphant dans la pièce. Il va falloir aussi avoir une réelle discussion sur la capacité des municipalités d'avoir des revenus. On transfère des responsabilités, on transfère de plus en plus, on souhaite une autonomie, on met des règles, etc., mais on peut juste se financer par le foncier, puis le foncier qui inclut en plus notre territoire agricole, alors que les usages sont bien différents. C'est le problème de fond.
C'est un des problèmes de fond. Je ne veux pas dire c'est le seul, c'est un des problèmes de fond. Fait que peut-être qu'il va falloir, honnêtement, l'aborder aussi et d'inventer et de créer ensemble des nouvelles façons de pouvoir aussi financer les missions des municipalités. Ma collègue avant, Isabelle, parlait de belles initiatives comme Magog, je crois, sur la question de la préservation des paysages. Allez voir la ville de Saint-Adolphe d'Howard, ils sont très, très fiers depuis 40 ans d'avoir une politique sur la préservation des paysages. Ils vont vous dire qu'ils en sont très fiers, mais les citoyens et citoyennes sont mobilisés depuis des mois et des mois. Parce que notre société d'État, Hydro-Québec, elle trouve que dans le fond, elle serait mieux de passer des lignes aériennes et non pas enterrer sur X kilomètres. En même temps, il y a cette tension-là constante où, oui, on a ces initiatives-là, oui, l'aménagement du territoire, oui, même des beaux projets comme la préservation des paysages, surtout quand c'est à la base de ton développement économique. Mais en même temps, il y a des fois, c'est plus avantageux de pouvoir faire passer un projet de condo parce que ça va nous rapporter de l'argent. Hydro-Québec, ça va coûter moins cher. Si on fait... Je pense qu'il y a, quand on parle de leadership fort de la part de l'État, je pense que ça prend du leadership face à nos sociétés d'État aussi. Madame Thomas? Oui, je voulais, moi, parler un petit peu de la PPRLPI, parce que justement, on voit quand même qu'on a une prise de conscience des enjeux. On a pu voir après et questionner aussi les choix qui ont été faits après la crise du Richelieu, puisqu'on a accepté de reconstruire l'identique. Et puis là, finalement, après les inondations de mai 2017, on a quand même une prise de conscience et donc un certain leadership qui est pour faire respecter la loi, peut-être avoir un décret qui va permettre certaines exemptions, mais quand même aller vers une acceptabilité de la certitude des enjeux et vers justement un respect. Cela étant dit, peut-être qu'une des questions sur lesquelles on peut se poser, ça va être la question de l'imputabilité, de la responsabilité, vous en avez aussi parlé, et puis donc ça c'est au niveau des maires, au niveau des ministères, etc. Puis ensuite au niveau du citoyen, forcément, là ça va être de la transparence, de la vulgarisation de l'information, de la conscientisation, et c'est avec ces deux niveaux de gouvernance, avec ces différentes formes et leviers d'action, que ces politiques vont pouvoir éventuellement être respectées. Madame Fournier. Oui, bien pour revenir un peu sur ce que tout le monde a dit, je pense qu'il ne faut pas se faire de cachette. S'il n'y a pas d'actions fortes qui sont posées, s'il n'y a pas ce leadership fort, il n'y a rien qui va changer. Et tantôt, j'ai entendu qu'il n'était jamais trop tard, mais je m'excuse, moi, je trouve que c'est faux. Il peut être trop tard. Puis en ce moment, on est en train de franchir un point de non-retour, alors on n'a pas le choix d'assumer ce leadership-là si on veut que les générations futures puissent continuer de s'épanouir sur ce territoire dont nous sommes tous si fiers. Donc, par exemple, je pense qu'il faut souscrire aux principes de l'Alliance Ariane, notamment, nous, en tout cas, au programme du Parti québécois, on y a inscrit la mention très claire. Et je pense qu'au-delà de la politique globale, il faut adopter des stratégies, puis peut-être même envisager, comme le disait M. Groslot, d'aller même peut-être plus loin qu'une stratégie, mais de vraiment forcer des choses comme, par exemple, le frein de l'étalement urbain, qui est vraiment problématique. Puis ça englobe toutes sortes de préoccupations, comme la protection de nos terres agricoles, la protection de nos territoires, puis que ça implique aussi qu'il y ait de la volonté politique pour développer des milieux de vie de proximité. Donc ça inclut la question des transports. Oui, les transports en commun, mais les transports actifs également, il ne faut pas oublier de le mentionner. Tu sais, je pense à mon collègue Sylvain Pagé, qui avait qui a posé beaucoup de questions au gouvernement concernant, par exemple, la Dalle Park dans l'échangeur Turcot. Donc, toujours avoir en tête ces initiatives-là qui nous permettent d'intégrer cette vision-là dans notre quotidien puis dans toutes les décisions qui sont prises par le gouvernement. À mon avis, c'est vraiment incontournable. En fait, c'est un certain sentiment d'urgence. Il reste 5 minutes. Je suis un petit peu tentée là, de faire un classique, puis on va le faire, en fait, pour permettre à chacun, parce que là, je vous ai amené sur toutes sortes d'affaires, puis il y a peut-être des choses que vous n'avez pas pu passer, que vous vouliez dire. Alors, on va vous faire chacun une petite minute pour conclure votre petit mot de la fin, en commençant à l'autre bout de la table avec M. Laframboise, puis on va s'en venir comme ça ici, donc à peu près 1 minute chacun. Merci. Bien, écoutez, d'abord, pour vous dire que pour moi, c'est agréable d'être avec vous aujourd'hui. Je m'aperçois de la complexité du dossier. Ce n'est pas quelque chose de facile. Mais il y a une chose qui est sûre, si on s'y attarde pas,
il y a plein de choses qui ne se réaliseront pas, puis ça ne se fera pas de la façon dont on le souhaiterait. Donc, il est important qu'on, le plus rapidement possible, moi, l'idée d'une politique nationale, ça m'intéresse. Je veux qu'elle soit efficace, qu'elle soit bien pensée, qu'elle soit acceptée autant par le milieu municipal. Il y en a des représentants municipaux, là, mais il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. J'aurais aimé qu'ils soient plus, en tout cas les unions municipales soient là présentement. Pourquoi? Parce qu'il faut vraiment que tous les acteurs fassent partie de cette discussion-là, puis moi, je suis intéressé d'y être. Monsieur Savard. Sur une note d'espoir, moi j'ai confiance. Je pense, je l'ai dit dans mon mot d'ouverture, que les citoyens sont de plus en plus intéressés par ces questions-là. C'est les facultés d'aménagement et d'urbanisme voient leur inscription grimper. Dans les événements de vivre en ville, il y a de plus en plus de monde. Le souci, il y a eu 400 mémoires pour le PMAD à l'époque. Donc, les citoyens sont de plus en plus intéressés par ces questions-là. C'est une très bonne nouvelle. La société civile est de plus en plus mobilisée. On le voit aujourd'hui, d'ailleurs, comme représentant d'Ariane. Je vous remercie de votre présence. C'est même quelque chose un peu d'émouvant de voir tout le monde. Donc, et aussi, la connaissance a progressé. On sait maintenant c'est quoi les conséquences de nos choix. On a vu les problèmes qu'ont causé nos mauvais choix dans le passé. On a fait des grandes lois, des grandes réformes dans les années 70, 80. On a parlé de la protection du territoire agricole, la LAU. Pendant longtemps, on l'a géré. Là, on est dû pour une nouvelle révolution dans le domaine. Et cette révolution-là doit se faire d'abord dans nos têtes. Donc, changer notre culture par rapport au territoire. Ici, c'est un premier goutte dans cet océan de changement qu'il va falloir faire. Et c'est pour ça qu'il faut... Des fois, il faut faire des changements immédiats, changer une loi, changer une politique. C'est pour ça qu'il faut une politique nationale d'aménagement du territoire pour qu'il y ait un désormais en aménagement du territoire et en urbanisme. Merci. Madame Fournier. Oui, tout à fait d'accord avec M. Savard. Je pense qu'il faut avoir le citoyen en tête aussi. Puis les citoyens sont concernés par les enjeux d'aménagement du territoire. On le voit avec la participation, par exemple, aux consultations publiques de Vivre en ville. Les citoyens veulent avoir une voix et il faut leur donner les moyens donc de pouvoir exprimer cette voix. C'est pourquoi moi aussi je suis bien préoccupée par les mécanismes de participation citoyenne qui, à mon avis, ont été lourdement attaqués ces derniers mois, comme le mentionnait également Manon un peu plus tôt. Mais maintenant aussi, il faut se donner les moyens d'agir. Puis, veux pas, ça passe aussi par une vision gouvernementale. Alors, je pense qu'on a des choix importants à faire, notamment cette année. Je l'ai mentionné, mais je le réitère. Et ça va prendre des moyens très précis. Et moi, je vous dis, on s'y est engagé. Donc, c'est plus qu'un intérêt de notre part au Parti québécois, c'est dans notre programme, on a écrit mot pour mot qu'on souhaitait se doter, donc selon les principes de la déclaration d'Ariane, d'une politique nationale d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Alors, je crois qu'il faut aussi exiger des politiciens qui prennent des engagements fermes, et je suis sûre que vous le ferez également dans les prochains mois, prochaines semaines, mais sachez que du côté du PQ, on s'y est engagé et que c'est écrit noir sur blanc dans notre programme. Merci. Madame Thomas. Oui, alors je vais être brève. Il est vraiment clair actuellement que cette politique nationale d'aménagement du territoire est non seulement nécessaire, mais presque nécessaire en urgence, pour justement avoir un cadre de référence qui puisse donner des ingrédients, on parlait de gâteau tout à l'heure pour la Suisse, qui puissent justement donner des ingrédients qui vont ensuite percoler localement et s'adapter aux besoins locaux. Forcément, ça va demander vraiment une réflexion, donc de réfléchir aux mécanismes qui vont permettre de voir quels sont les outils qu'on va utiliser. Est-ce qu'on va créer des nouveaux outils qu'on va décliner au niveau des OBV, des MRC, des municipalités, etc. Et puis, toujours très important, le processus, parce que forcément, on veut créer une société résiliente, et pour ça, on doit donc avoir une co-construction démocratique. Et cette co-construction démocratique, elle commence maintenant, d'ailleurs, elle commence par vous, et puis ensuite, ça va être justement d'aller dans la conscientisation, dans l'éducation, pour inclure, pour vraiment travailler avec nos citoyens, pour qu'ils puissent faire partie du processus. Madame Massé. C'est sûr que l'idée de la co-construction m'apparaît le mot-clé de ce défi qu'on a à relever ensemble.
Ça ne peut pas sortir de la tête d'une seule personne. Il faut qu'il y ait de l'adhésion, il faut qu'on s'y reconnaisse, il faut qu'on s'y sente partie prenante. Et je reprendrai les mots de Mme Boileau. Il faut qu'on ait un sentiment d'appartenance, qu'on sente que là, on est en train de faire la bonne affaire. Alors, c'est sûr, sans vouloir tout reprendre, mais c'est clair qu'au 21e siècle, la question des déplacements, elle est centrale. Alors, on a à réfléchir parce qu'on a fait de plus en plus des mégacités. On continue à développer des grandes villes, alors que dans les faits, on sait que ce qui est l'avenir, c'est vraiment des milieux de vie autonomes dans lesquels les besoins de déplacement vont se faire à visage humain, à distance humaine, que la proximité va être vraie et pour l'agriculture et pour le reste. Alors moi, j'espère qu'on va se mettre à table parce qu'entre-temps, il y a bien de la job à faire. Monsieur Dorval. Excusez-moi. Merci. Écoutez, est-ce que ça incluait le troisième lien, ça? Non? Il existe déjà, il est collectif. OK. Alors, écoutez, Québec solidaire, le CPQ, s'entend pour dire que ça prend une politique bâtie sur de la co-construction et qui, donc, implique les différentes parties prenantes. Et parmi les parties prenantes, il y a aussi les employeurs, les entreprises, le milieu des affaires. Pas plus, pas moins. Mais vous savez, les employeurs, le mot le dit, employeurs, ils ont besoin de personnel, ils ont besoin de personnes, des employés, des travailleurs. Et pour avoir des employés, ça prend des moyens de transport efficaces. Donc, il faut qu'à la fois les employeurs s'installent dans les endroits où ils ont la possibilité d'avoir accès, donc près des transporteurs en commun, etc. Il faut penser notre chemin d'aménagement pour tenir compte de ça. Puis les entreprises, c'est aussi du transport de marchandises. Puis comment on peut améliorer? C'est incroyable le pourcentage de camions à vide qui circulent. La même chose que des véhicules qui circulent avec une personne à bord, etc. Il y a tellement d'enjeux. En conclusion, je vous dirais que nous, en tout cas, on va contribuer puis on va participer comme on a commencé à le faire avec plaisir. Monsieur Groslot, vous avez le dernier mot. Bien, c'est très gentil. Mais moi, je pense qu'en co-construction, naturellement, il faut impliquer la société et tous ses acteurs. Mais il faut que cette politique-là, une politique d'aménagement du territoire, c'est pour les personnes. Et pour moi, ça inclut aussi la communication des personnes. On parle beaucoup de transport, mais j'aurais aussi envie d'ajouter à cette politique-là. Vous savez, on parle d'intelligence artificielle à Montréal. On dit que c'est un hub pour l'intelligence artificielle. Puis, dans les régions, on n'a pas encore le cellulaire et Internet haute vitesse, là. Alors, est-ce qu'on pourrait penser, dans une politique d'aménagement, que ce type de service essentiel-là soit une priorité, parce que c'est de l'aménagement du territoire de pouvoir communiquer avec les moyens nécessaires aujourd'hui au développement des entreprises. Aussi, une politique d'aménagement, nécessairement, c'est des balises de ce qu'on veut protéger et l'environnement, nos terres agricoles, nos milieux humides, et des balises au niveau d'un développement qui répond aux besoins de nos citoyens et de la société. Mais il y a un gros travail à faire. Malheureusement, on ne peut pas revenir en arrière. On peut juste avancer. Si on pouvait revenir, il y a des choses qu'on ferait différemment. Il faudra construire à partir de ce qu'on a. Bien, merci beaucoup. Merci aux panélistes. Franchement, vous avez été très disciplinés. Merci beaucoup de votre écoute. Et puis, on passe à l'autre étape que je vous laisse.